Notre débat, installons-nous, posons-nous, réfléchissons ensemble. La question est grave, de 11h jusqu'à midi. Vous êtes les bienvenus, 0826 300 300. Intervenez, vous êtes parents, vous êtes grands frères, grandes sœurs, d'adolescents. Il est temps de nous dire ce que vous ressentez au quotidien. Il y a, de toute évidence, un mal-être croissant des adolescents. Un adolescent de 16 ans a tué sa professeure d'espagnol à Saint-Jean-de-Luz. Mercredi dernier, il souffrait de troubles psychiques. Notre société va mal et les jeunes sont des éponges. Un élève qui braque avec une arme fictive sa prof à Créteil. Des chahuts grandissant dans les classes. Des enseignants victimes de violences, d'insultes, de menaces de la part des élèves, mais aussi de leurs parents, ne l'oublions pas. 3 grands spécialistes sont avec nous pour nous éclairer, pour comprendre aujourd'hui nos adolescents. J'aurais la faiblesse de vouloir aussi vous apporter le point de vue d'un papa d'une jeune fille de 13 ans. Pardonnez-moi, mais je le ferai également. Aux côtés de Michel Fize, sociologue et chercheur au CNRS, spécialiste de la jeunesse, auteur de L'école à la ramasse, l'éducation nationale en faillite. Bonjour Michel Fize. Bonjour. Bienvenue également à Johanna Rosenblum, psychologue clinicienne, auteure de Hypersensibilité, comment en faire un atout et comprendre l'emprise pour s'en libérer, aux éditions Alpen. Bonjour Johanna. Bonjour. Et puis, vous le connaissez bien, Didier Meillerand, présentateur de La Roue des émotions, tous les samedis de 13h30 à 14h sur Sud Radio, mais fondateur aussi du Psychodon Agir pour la santé mentale. Bonjour, cher Didier. Bonjour, je suis ravi d'être avec vous, ça me change d'être là. Bien. Bon, entrons dans le vif du sujet. Déjà, alors évidemment, il y a cette actualité, je le rappelais, avec ce drame à Saint-Jean-de-Luz, mais plus généralement, aujourd'hui, on sent de la part des adolescents un mal-être. Alors, pourquoi le sentons-nous? Est-ce que déjà vous le concédez et vous le sentez aussi, Michel Fize? Alors la réponse est affirmative, mais j'ai envie de dire tout de suite, si nous étions dans une société parfaite, avec 100% d'emploi, avec un bonheur familial partout, des échecs scolaires nulle part, probablement qu'on ne parlerait pas beaucoup de santé mentale. Alors il y aurait probablement évidemment des pathologies, mais sans doute pas au niveau qu'elles ont atteint aujourd'hui. Ce qui permet de dire que finalement on ne peut pas parler de santé mentale si dans le même temps on ne parle pas de santé sociale, voire de santé morale. Voire de santé environnementale. Oui, et voire encore de santé politique par rapport à un régime, la démocratie, qui peut porter quelquefois le pire, malheureusement, en effaçant un peu les repères des uns et des autres. Voilà, donc pour moi qui suis sociologue et non pas psychologue, évidemment, je m'interroge sur les causes qui peuvent entraîner évidemment ce drame de Saint-Jean-de-Luz en particulier. Continuons le tour de table avec cette fois-ci donc le point de vue de la psychologue, Johanna Rosenblum. Bon, ce que dit Michel Fize, effectivement, l'environnement, le contexte, nous y reviendrons, est propice à tant d'inquiétudes, à tant de problématiques, mais il y a eu d'autres époques avant qui étaient tout autant anxiogènes. Est-ce que vous confirmez que les adolescents des années 2020 sont moins à l'aise dans leur vie au quotidien que ceux des années 2010, 2000, 90, 80, 70 ? Alors, moi, c'est ce que je disais à Monsieur Fize tout à l'heure. Je suis de nature assez optimiste. Je suis incapable de vous dire si les jeunes vont moins bien aujourd'hui qu'il y a 30 ans. D'abord parce qu'il n'y a pas de réelles études empiriques dessus. Ensuite parce qu'on ne peut pas comparer un environnement actuel qui n'est pas comparable avec un environnement d'il y a plusieurs années. Il y a 5 ans, il n'y avait pas eu le Covid. Il y a 15 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc avec les réseaux sociaux, il y a plus de harcèlement, plus de stalking, plus de troubles du comportement alimentaire, de dysmorphophobie. Avec le confinement, il y a eu plus de troubles anxieux, plus de dépression, plus d'idées noires, mais parce que ce sont des événements exceptionnels que ces jeunes n'avaient jamais traversés et certains de leurs parents non plus.
Donc, à situation exceptionnelle, on ne peut pas mettre en balance une autre époque, une autre génération, une autre façon d'éduquer les enfants. En tous les cas, c'est vrai qu'on voit plus les jeunes en cabinet de psychologie. Je ne sais pas encore une fois si ça veut dire qu'ils vont plus mal. En tout cas, ils savent maintenant pousser la porte des professionnels de santé mentale. Et moi, ça, je trouve ça très, très rassurant. Le discours de beaucoup de jeunes au collège notamment, c'est de ne plus hésiter à dire « je souffre de dépression ». C'est même, pardonnez-moi, mais quelque part un peu tendance chez certains jeunes. On y reviendra, je le vois, je le vis. Alors Didier Meyrand, sur la santé mentale, on peut dire, et c'est ce que disait Johanna Rosenblum, c'est-à-dire que la santé mentale est d'autant plus défectueuse qu'elle suit une période de bonheur, et après le bonheur, plus le bonheur a été fort, plus la crise qui suit se paye cash. Alors, d'abord, permettez-moi, comme à Sud Radio, on essaie d'être toujours précis dans l'information, de bien vous donner des éléments de repère. D'abord, ce jeune homme et Saint-Jean-de-Luz, parce que c'est ce qui déclenche ces émissions. Première chose, bien enregistrer ce que je vais vous dire. Le temps médiatique n'est pas le temps psychiatrique. Et je le répète. Le temps médiatique n'est pas le temps psychiatrique. Ce jeune homme n'a pas eu le process pour le moment de l'expertise psychiatrique, de la contre-expertise psychiatrique. On ne peut pas préjuger de sa conscience ou pas lors de ce passage à l'acte. Et je pointe le mot conscience, parce que c'est ce qui sera déterminant. C'est la raison pour laquelle, bon, effectivement, c'est un fait d'actualité qui nous amène à ce débat, mais nous sortirons, et vous l'avez compris, de ce débat très très vite de ce débat-là. C'est pour ça que je vais vous donner un chiffre. Il y a des sondages, et le Psychodon et Opinionway font un sondage chaque année. 25% des jeunes de 16 à 25 ans se déclarent malheureux. 25% des jeunes de 16 à 25 ans se déclarent malheureux. Une tentative de suicide toutes les 3 minutes. Voilà, il faut être bien clair. En France. En France, avec les chiffres. Ça veut dire, Michel Fize, que nous sommes en phase avec une prolifération. Finalement. Et le sociologue que vous êtes peut peut-être y voir une relation de cause à effet. C'est-à-dire que quand certains vont mal, l'environnement va aussi mal et finalement ça fait l'effet boule de neige. Je crois que si on voulait trouver un point repère de rupture, ce serait probablement ces années que vous avez signalées tout à l'heure, les années 80, en particulier milieu des années 80, où tout a commencé à basculer au niveau des violences scolaires, qui ont commencé évidemment à prendre une tournure qu'elles n'avaient pas auparavant. Donc ça permet quand même de dire, bon, pour le sociologue, que les conditions de vie des adolescents en particulier et des gens en général se sont quand même fortement dégradées au fil des années. Qu'est-ce qui fait que dans les années 80, la violence se décuple chez les jeunes ? Eh bien, ça a commencé par des violences qu'on a minimisées à l'époque, parce que malheureusement, on minimise toujours les choses quand elles commencent à empirer. On a commencé à voir ce qu'on a appelé les violences verbales. Donc, on a commencé à se parler mal. On a commencé à être moins bienveillants les uns envers les autres. Bon, même si, évidemment, l'école n'est pas le monde des bisounours, mais il n'y avait pas quand même, évidemment, ces histoires de harcèlement qui deviennent d'ailleurs banales. Ces histoires deviennent banales. Voilà. Donc je pense que les souffrances se sont installées, parce que derrière les violences dont on parle, il y a évidemment des souffrances. Donc c'est beaucoup plus compliqué pour les familles, parce qu'évidemment l'économie, les finances, évidemment, sont beaucoup plus difficiles à gérer. L'emploi n'est pas aussi stabilisé qu'autrefois. Mais la santé mentale des jeunes, elle est observée par 3 piliers. Le bio, le psycho, le social. Le biologique. Quel état inflammatoire je suis, comment va ma santé, le psychologique, est-ce que j'ai vécu des traumatismes ou pas, et le social, dans quel environnement je vis, qui est votre travail. Mais ces jeunes aujourd'hui, quand on dit ils vont pas bien, ils vont pas bien, mais pourquoi ? Parce qu'ils ont vécu des fractures psychiques. Vous savez que c'est une génération, pour aller à la FNAC, acheter des disques ou de la musique, il a fallu apprendre à passer des barrières. Et à vider son sac. Il a fallu vivre avec des images où on tue dans les rues, sur les terraces. Tout cela est traumatique. Et parce que effectivement, et la guerre.
le Covid, la guerre, le terrorisme également, ne l'oublions pas. Johanna Rosenblum, tout de suite après la pause publicitaire, on essaiera de creuser avec vous parce que j'entends plein de choses, les années 80 déclenchent. Alors est-ce qu'il y a une question d'autorité qui se liquéfie? Est-ce que effectivement ces événements dont nous parlait Didier Meilran renforcent cette sensation, cette réaction de mal-être? Vous réagissez 0826 300 300, vous êtes les bienvenus, dites-nous ce que vous en pensez et nous revenons dans un instant. La santé mentale de nos adolescents, comment vont nos adolescents? Nous en parlons avec le sociologue Michel Fize, avec la psychologue clinicienne Johanna Rosenblum et puis avec Didier Meilran, le fondateur du Psychodon, Agir pour la santé mentale. Bon, nous avons parlé avec vous dans cette première partie du contexte. Oui, effectivement, la guerre, le Covid, etc., etc. Les années 80, ça change, un peu moins d'autorité, la société qui évolue. Mais aujourd'hui, Johanna Rosenblum, il y a un élément qui change tout. C'est le réseau social, c'est le fameux téléphone portable, c'est Internet. Et là, on ouvre le dossier. C'est peut-être avec tout ce qui a été dit, parce que toutes les générations ont eu leurs problématiques. Mais là, celle-ci, elle est différente et ça change tout. C'est vrai que les réseaux sociaux, ça a changé beaucoup de choses et il a fallu, en tant que professionnel de santé, aussi s'intéresser aux différents réseaux sociaux pour comprendre ce que tout ça impliquait. On a vu des nouveaux troubles apparaître plus fréquemment chez les jeunes, plus jeunes aussi, et des troubles qui passaient un petit peu incognito parce que les parents ne comprenaient pas comment fonctionnaient les réseaux sociaux et eux-mêmes n'avaient pas connu les réseaux sociaux. Mais c'est vrai qu'en termes de concentration, troubles du sommeil, donc manque de sommeil, troubles du comportement alimentaire, dysmorphophobie, ce que je vous disais, c'est-à-dire altération de la vision que l'on a de sa propre image, il y a une part de ces problématiques que l'on peut quand même imputer aux réseaux sociaux et en apprenant à ces jeunes à réguler un petit peu leur trafic sur Internet, sur les réseaux, on arrive un petit peu à calmer le jeu, mais c'est une discipline supplémentaire que doivent acquérir ces jeunes et que n'avaient pas certainement à faire les jeunes d'il y a quelques années. Et du coup, qui désarçonne un petit peu les parents, appelez-nous, hein, vous êtes parents, 0826 300 300, dites-nous votre vécu au quotidien avec votre adolescent. Mais pour vous donner un exemple très concret de l'actualité récente, il y aura une proposition de loi le 2 mars, hein, c'est cette semaine, de la part du député de la Corse du Sud, Laurent Marcangeli, pour une majorité numérique à 15 ans. Si non-accord parental requis, bien sûr. Mais on a bien compris que tout système aussi pouvait être contourné sur Internet. Et Didier Meilran, le problème aujourd'hui de la santé mentale des adolescents par rapport à ce qu'ils voient et ce à quoi ils sont confrontés, il faut y ajouter aussi l'inquiétude des parents. L'inquiétude des parents qui peut parfois être une transmission anxiogène. Ouais. Parce que je ne comprends pas mon ado qui utilise des réseaux sociaux comme Insta ou d'autres, ou TikTok, je vais avoir tellement d'angoisse que je vais lui projeter mon inquiétude. Je vous renvoie vers les travaux d'Olivier Fan. Vous trouverez tous Olivier Fan, P-H-A-N, qui est un éminent psychiatre et qui a conduit beaucoup de recherches sur ce sujet. Il n'y a que 5% des jeunes qui sont addicts aux réseaux sociaux et à la vidéo. C'est aussi beaucoup les parents qui en font un fromage. Et qui sont aussi addicts aux réseaux sociaux. Et qui le sont peut-être addicts. Pour certains. Mais en fait, si je suis tellement angoissé, moi, parent, parce que je te vois sur ton portable, sur les réseaux sociaux, je te transmets mon angoisse. En fait, ces jeunes, ils sont équipés sur le plan neurologique depuis tout petit. Quand vous regardez leurs hippocampes, ils n'ont pas les mêmes que nous. Ils savent filtrer, ils sont moins fragiles que nous sur la consommation vidéo aux images. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'ils peuvent aussi contourner très facilement les interdictions de leurs parents. Mais bien sûr, ils sont très habiles. Mais n'en faisons pas non plus des caisses. Ils savent faire, ils savent être avec. Ils sont nés avec. C'est nos angoisses que nous projetons sur eux. 5% seulement sont addicts. Enfin, c'est quand même angoissant ce qui se passe sur les réseaux sociaux, Johanna Rosenblum. Oui, c'est angoissant, ça s'apprend. Mais je suis assez d'accord avec vous. Ce qui inquiète beaucoup les parents, c'est le sentiment de perte de contrôle, de voir que leur enfant maîtrise des outils qu'ils ne maîtrisent pas, qu'il se passe des choses qu'ils ne voient pas, et tout ça les inquiète beaucoup. Ça les inquiète d'une part à juste titre parce qu'il peut y avoir du harcèlement, du stalking, des choses que eux ne peuvent pas repérer et donc ils ne peuvent pas protéger leurs enfants, mais c'est aussi perdre un petit peu de leur petit enfant qu'ils maîtrisent dans les activités, dans les sorties, de voir que ces enfants deviennent des adolescents et qu'ils maîtrisent des outils
petits et qu'ils consacrent leur temps à des choses qui leur échappent un peu, quoi. Qu'ils deviennent des adultes et c'est formidable. Exactement. Bon, d'accord, mais vous n'empêcherez pas les parents, et j'en suis un, je le rappelle, donc de s'inquiéter. Alors je me tourne vers Michel Fize. Michel, on est bien d'accord que cette histoire de réseaux sociaux déconstruit un peu la société, c'est-à-dire le rapport à l'empathie, par exemple, les repères, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une jeune fille, d'ailleurs, rappelons que les plus vulnérables aux problématiques sont les filles de 15 à 17 ans. C'est, là, pour le coup, ce sont des enquêtes qui sont menées, mais le paraître, la volonté d'être autre chose que ce qu'on est et de ressembler à du virtuel, finalement. Bon, alors, je crois que ce qu'il faut bien quand même souligner, c'est que les tentations sont plus grandes du fait des réseaux sociaux, car les offres sont plus nombreuses. J'étais en train de penser aux produits toxiques. Si on se reportait 50 ans en arrière, c'était simple. C'était cannabis, cocaïne, héroïne. Et à peu près tout. Voilà, ça se concentrait sur ces produits de base. Aujourd'hui, il y a tous les produits de synthèse dont on apprend chaque jour qu'il y en a un nouveau. Donc, ça veut dire une tentation nouvelle. Voilà. Et la deuxième chose... Michel Fize, pardon, j'aime pas le faire, mais je vous interromps parce que j'ai parlé avec un policier qui agit dans le Gers. On salue tous les policiers du Gers. Et il mène des missions auprès des collégiens. Et donc, c'est bien sûr partout en France. Et il me dit, avant, la mission, et c'est ce que vous disiez, Michel Fize, la mission, c'était de sensibiliser aux méfaits de la drogue. Là, maintenant, dans le programme de sensibilisation, il y a attention aux réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on l'a mis au même niveau que la prévention contre la drogue. Oui, et puis, deuxième fait important, c'est le rajeunissement de l'adolescence. On entre dans cet âge plus tôt. Ça fait très longtemps que je dis que tout ceci, maintenant, se passe à l'école primaire. Et on commence à admettre qu'en CM2, il y a des choses qu'on trouvait qu'en classe de 5e, voire 4e, il y a encore quelques années, et qu'aujourd'hui, en CM1, voire en CE2, on a déjà des entrées en familiarisation avec, par exemple, des réseaux sociaux pour lesquels, théoriquement, avant 13 ans, on ne pourrait pas mettre le pied, mais on met le pied. Voilà, alors... Je pense que le monde est beaucoup plus ouvert qu'évidemment autrefois. Donc les tentations sont plus grandes. Donc les risques de succomber, évidemment, vont de pair. Bon, nous étions dans le Gers. C'est aussi un ensemble d'opportunités. Didier, on était dans le Gers. Oui. On va aller dans le Lot-et-Garonne. Ah, génial. Oui, Marie-Alice, qui est maman, et qui est infirmière libérale, et qui a donc une jeune fille. Bon, alors qui a grandi maintenant, 25 ans. Oui. Bonjour Marie-Alice. Oui, bonjour. Vous partagez avec moi quand même cette inquiétude pour nos adolescents. Alors, il y a bien sûr les réseaux sociaux, mais vous allez plus loin de par votre expérience. Vous évoquez le Covid aussi. Voilà, j'évoque le Covid, j'évoque aussi la crise, le problème de désertification, parce qu'avant, on avait une infirmière scolaire. Maintenant, il est de plus en plus rare de trouver une infirmière dans un lycée ou dans un collège. Et quand les jeunes vont à la fac, aller prendre un rendez-vous, beaucoup de jeunes en université ne voient plus de médecin, ne se soignent plus. Voilà. Et moi, j'ai le cas de ma fille, qui est jeune diplômée, qui est dans la santé et qui vient de faire un burn-out parce que, toute cette période Covid, a travaillé toute seule, enfermée dans des appartements qui font pas 400 mètres carrés, on est d'accord. Oui, bien sûr. Vous tournez vite en rond. Donc c'est vrai que moi, je trouve que cette situation actuelle, que ce soit au niveau de la médecine, au niveau scolaire, tout est en train de partir dans tous les sens. Et nos jeunes, ils voient déjà des adultes, en l'occurrence nous, professionnels, en difficulté. Enfin, ils doivent se dire, mais quel est ce monde ? Oui, c'est d'une certaine manière ce que disait Didier Meyrand, c'est-à-dire qu'on transmet aussi ces inquiétudes. Johanna Rosenblum, alors restez avec nous, Marie-Alice, parce que il peut y avoir aussi un échange entre l'infirmière libérale que vous êtes et puis
la psychologue clinicienne que vous êtes, Johanna Rosenblum. Bon, il y a cette histoire de Covid, effectivement, donc il y a le confinement, et puisque nous parlions des réseaux sociaux, qui restent quand même aujourd'hui la problématique, c'est-à-dire que ça a été un déclencheur d'encore un peu plus de réseaux sociaux aussi. Merci beaucoup pour le témoignage, mais il est très intéressant et rejoint ce que vous disiez tout à l'heure concernant la projection. Un jeune ne peut pas se dire mais dans quel monde on est, dans la mesure où il ne connaît que le monde dans lequel il est. Ils sont nés avec les réseaux sociaux, ils sont surdoués des réseaux sociaux, ils sont beaucoup plus mûrs, beaucoup plus éclairés que nous l'étions au même âge. C'est les parents, entre guillemets, qui ne comprennent pas comment tout ça fonctionne. Priver un jeune de tous ces nouveaux outils, c'est le privé d'une capacité de s'adapter, d'apprendre à les utiliser. D'accord, mais il faut des garde-fous quand même, Johanna Rosenblum. Il faut des garde-fous, mais on apprend beaucoup aussi en se plantant. Et les parents doivent aussi l'entendre. Quand on fait un premier burn-out, et c'est vrai que c'est très difficile à vivre, et ce surmenage, c'est extrêmement complexe aussi à traiter. C'est très contrariant pour les proches aussi d'avoir été témoin de ça. Mais c'est une fois qu'on a fait un premier burn-out que soi-même, on sait se mettre une hygiène de vie, on sait remettre le travail à la place où il doit être, où on sait exactement combien de temps on doit travailler, combien de temps on doit se reposer, quels sont les indices physiologiques, physiques qui montrent qu'on commence à décompenser un petit peu. Donc, dire c'était mieux avant, dans quelle époque vit-on? Non, c'est voilà, ça ne sert à rien. Et en fait, moi, en cabinet, c'est vraiment des outils. C'était mieux avant, mais comment on va faire avec les réseaux sociaux? Mais c'est la cata, les jeunes et tout ça. J'utilise pas du tout ça pour travailler. En fait, moi, ce que je dis aux jeunes, mais aussi aux moins jeunes, c'est qu'en fait, c'est comme un jeu de société. Il y a une règle du jeu, une notice de base. Il va y avoir des réseaux sociaux, il va y avoir des moments difficiles, il va y avoir de l'anxiété, il va y avoir une guerre en Ukraine. Tout ça, c'est ce que vous ne pouvez pas changer. Voilà, c'est la vie, c'est la réalité, on est dedans. Une fois qu'on a ça, comment on fait pour bien jouer le game? Comment on fait pour avancer avec tout ça? Merci en tout cas, Marie-Alice, de nous avoir confié votre impression. Pas facile d'être parent quand même en ce moment, non? Non, pas facile d'être parent, pas facile d'être soignant. Moi, j'ai des patients de 90 ans qui essayent de joindre leur médecin. Et on leur répond, allez sur Doctolib. Et eux, ils me disent ça, ils me disent, mais moi, j'ai pas Internet. Comment je fais? Ah bien voilà. Effectivement, c'est un tout. Ben oui, en retournant la problématique, c'est pour ça que votre témoignage est très très intéressant, Marie-Alice. Bon, on marque une respiration, mais nous revenons évidemment, parce que nous avons le temps jusqu'à midi, le débat de ce rendez-vous du lundi, la santé mentale de nos adolescents, de nos jeunes, au sens large. Parce qu'il y a les jeunes adultes aussi qui finalement sont dans la continuité de ces problématiques d'adolescence. Allez, à tout de suite. Notre société va mal et les jeunes sont des éponges. C'est le thème de notre débat. Nous sommes avec Michel Fize, le sociologue et chercheur au CNRS, Johanna Rosenblum, psychologue clinicienne. Vous êtes tous également de brillants auteurs. Didier Meilran, présentateur de la Roue des émotions, vous le savez, sur Sud Radio tous les samedis, mais aussi fondateur du Psychodon Agir pour la santé. Bon, j'ai bien entendu notamment Johanna Rosenblum et Didier Meilran nous dire que les parents projetaient leurs inquiétudes sur les enfants quant aux réseaux sociaux. Mais quand même. Bon, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont montrés du doigt et Big Flo et Oli, qui sont les porte-drapeaux de la jeunesse, le disent bien. On s'en fout de ton visage, montre-nous un peu de string. Vous avez compris les filles, vous êtes des produits marketing. Aujourd'hui, une petite jeune au collège se filme, envoie sur Instagram, sur TikTok, des images d'elle-même. C'est affolant, Michel Fize. D'abord, il faut rappeler, on a évoqué la question du harcèlement tout à l'heure. Le harcèlement, il est plus circonscrit aux enceintes des écoles, comme c'était avant l'invention des réseaux sociaux. Aujourd'hui, le harcèlement, il est nocturne et diurne, justement à cause des réseaux sociaux. Donc évidemment, les réseaux sociaux sont porteurs du meilleur et du pire. Qu'il y ait de grandes capacités, de grandes habiletés, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, je suis parfaitement d'accord. Qu'il y ait des angoisses des parents, des surexagérations,
Je suis d'accord également. Bon, il n'en demeure pas moins qu'il faut ne pas perdre de vue ce qui me paraît être l'essentiel. C'est l'environnement dans lequel vivent ces jeunes aujourd'hui. C'est un environnement extrêmement difficile. Il n'a jamais été aussi difficile qu'aujourd'hui. Bon, prenons la pression scolaire. Il n'a jamais été, oui, enfin, de notre époque, on va dire du 20, 21e siècle, enfin, à la moitié. Hein, parce que, donc, il y a encore deux écueils à l'école. Une pression scolaire qui demeure très élevé et un échec scolaire qui demeure également non négligeable. Donc, il y a ceux, évidemment, qui peuvent pâtir d'avoir cette compétition scolaire à supporter et qui peuvent mentalement, évidemment, en subir des conséquences. Et puis, l'échec scolaire. Hein. Personne ne se satisfait d'un échec scolaire. Voilà. Donc, la pression est très forte. Michel Fize, un constat. Consommation élevée des réseaux sociaux égale baisse des notes. Certains passent de 6 à 8 heures, on va dire 6 heures en moyenne par jour, et voire même la nuit sur les réseaux sociaux. D'où l'expression nouvelle d'addiction numérique. Donc on est bien d'accord sur le fait qu'il ne s'agit pas de s'éloigner des réseaux qui sont porteurs, encore une fois, de grandes avancées, notamment en termes de connaissances. Le problème, comme dans beaucoup de choses, c'est la mesure. C'est-à-dire il faut effectivement partager son temps. Il y a un temps scolaire, il y a un temps familial, il y a un temps des réseaux sociaux, il y a un temps du smartphone, il y a un temps des loisirs, etc. Alors allons chercher Didier Meyrand, justement, parce que Didier, j'ai bien compris, pour vous, les réseaux sociaux, c'est bien et d'accord, mais quand même les réseaux sociaux, il y a des projets vers un système d'abonnement payant pour authentifier son identité. Projet d'Elon Musk avec Twitter, Facebook qui après 20 ans va enfin s'y mettre. C'est important, la publicité en ligne est de plus en plus sollicitée. Et vous pensez que les interdits ont toujours réussi à arrêter les jeunes? Le cadre, une loi. Et on les fera encore plus réagir. Didier, plus on met de l'interdit... Il faut bien un cadre quand même. Mais un cadre, bien sûr, mais le cadre, c'est celui de l'autorité parentale. Exactement. C'est celui de la discussion en famille. C'est pas encore une loi de plus. Je t'interdis cela, mais n'importe quel ado, n'importe quel jeune va dire waouh, j'y vais. Mais sauf que vous m'avez confirmé que les parents ne savaient pas gérer parce qu'ils n'avaient pas. C'est aux parents une manière intergénérationnelle à apprendre à vivre et ce avec n'est pas leurs aussi jeunes. Aux responsables des réseaux sociaux. Mais les responsables des réseaux sociaux, ce sont des entreprises. Ils n'ont qu'un objectif, du market et vendre. On a des entreprises les entreprises peuvent être responsables. Quand vous avez des TikTok était responsable, on le saurait. Ce sont des Chinois qui n'ont aucune valeur sur le plan de leur engagement. Ça n'a rien à faire avec le fait qu'ils soient chinois, mais en tout cas, leur marché, avec le fait que ce soit une entreprise commerciale. C'est une entreprise chinoise qui n'a aucun ADN. En termes de responsabilité sociale. Il y a aussi des entreprises américaines qui n'ont pas de... Non, c'est ce que je veux dire. D'ailleurs, Instagram aussi. 1200 familles viennent de saisir la justice aux États-Unis contre Instagram. Ils n'ont pas de valeur d'ADN, de responsabilité sociale, à avoir une responsabilité numérique envers les familles. Ils font du business. C'est les familles. C'est nous qui devons apprendre à nos enfants à leur dire, comme n'importe quel interdit, on fait quoi là? Comment on y va? Quel est le temps de la famille? Quel est le temps où on est ensemble? Quel est le temps où tu es sur les réseaux sociaux? Comment tu passes de la classe, qui est un monde où tu poses ton portable, où tu es assis, où tu es immobile, ou dehors, où tu es complètement en instantanéité. Et pour les parents qui passent leur journée au boulot parce qu'il y a des transports, tout ça, c'est difficile aussi. Peut-être Emmanuel, à Montpellier, est avec nous, 0826 300 300. Réagissez parce que ce débat est passionnant, et merci à nos trois invités, parce qu'il y a des visions aussi antagonistes et donc très intéressantes. Emmanuel, Montpellier, vous dites, je suis convaincu que nous, adultes, nous avons une responsabilité sur le mal-être de nos jeunes. Vous venez d'écouter ce qui se dit. Témoignez. Oui, bonjour à tous. Oui, absolument. Je vais abonder dans votre sens parce que je pense que là vous touchez à un point qui, à mon avis, est central. Je pense qu'en parallèle du fossé générationnel qui s'amplifie entre les parents et les enfants du fait que on est dans un monde qui tourne à 100 à l'heure, je pense qu'il y a des éléments qu'on oublie dans le contexte. Enfin, vous les évoquez, je ne suis pas aussi pointu que vous là-dessus, mais nos dirigeants appauvrissent d'année en année en fait les structures de santé, comme en psychiatrie par exemple, les structures d'éducation nationale. Moi, je suis obligé de fournir des remèdes de papier à mes enfants au collège. Les structures judiciaires, par exemple, les peines ne sont pas appliquées ou peu appliquées.
Et les structures, tout ça, ce sont des structures qui fondent la stabilité de nos sociétés, en fait. Oui, il faut un cadre quand même, c'est voilà, important. Absolument, bien sûr, c'est fondamental même. Mais plus on appauvrit cette structure-là, plus on fragilise l'édifice général. Nous proposons également aussi à nos jeunes un monde dans lequel le travail se raréfie, avec la montée en puissance de l'IA et de la robotique, tout ça étant accompagné bien évidemment par les pouvoirs publics qui laissent les entreprises avancer là-dedans. Nous laissons à nos jeunes aussi un monde qui est au bord d'une guerre, dont les fondements sont plus géostratégiques et économiques que barbares en soi, comme fondement direct, je veux dire. Donc en fait, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est que on jette l'opprobre sur une jeunesse qui, bien évidemment, comprend les outils qui sont à sa disposition aujourd'hui, ça je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, mes enfants font leurs devoirs en même temps qu'ils jouent à des jeux en ligne. C'est pas l'idéal, ça, hein, c'est pas l'idéal. Oui, mais c'est peut-être le contre-exemple. Moi, mes gamins, j'ai accompagné ça et ils ont 15 et 16 de moyenne générale. Bravo, bravo. Donc, mais parce que je n'en ai pas fait un obstacle. J'en ai fait, ah ouais, ça t'intéresse? Ok, comment on peut faire ça? Ah, t'arrives à faire les deux en même temps? Ouais. Ok, je vais pas m'opposer, je vais accompagner ça. Ouais. Bah, c'est très intéressant, Emmanuel. Ouais. Je prends du temps sur mes trajets, etc. Voilà, mais vous avez la chance d'avoir du temps. Mais il faut aussi prendre le temps. Enfin, c'est toujours pareil. Oui, attendez, justement, l'avis de Johanna Rosenblum sur ce que vous venez de dire. Justement. Mais oui, je trouve ça très intéressant, cet auditeur. Je suis assez d'accord avec lui. Les structures, globalement, c'est-à-dire ce qui est en dehors du système familial, ces structures-là, elles sont moins cadrantes. Donc, la structure familiale, les parents doivent reprendre le lead, absolument. Et après, c'est un échange qui doit se faire en interne. On n'est pas dans une entreprise où le parent doit être le petit chef, absolument. C'est sûr qu'il y a un rôle éducatif qui est certain. Les parents ont une responsabilité, une autorité sur leur enfant, mais il faut absolument qu'ils comprennent les nouvelles règles du jeu de leurs enfants, parce que en les comprenant bien, ils en feront des enfants épanouis qui sauront s'adapter aussi à l'avenir, parce que je l'annonce, hein, si c'est pas un scoop, les réseaux sociaux ne disparaîtront jamais. Oui, faut le savoir. On l'a bien compris. Ils vont encore plus envahir le marché. Alors, Emmanuel de Montpellier, donc je le rappelle, hein, qui nous appelle au 0826 300 300. Vous aviez une question, on essaye d'y répondre assez rapidement. Allez-y. Pardonnez-moi, je finis avec ma question. Ma question qui est centrale et que vous venez d'aborder finalement, c'est quelle est la part de responsabilité du monde des adultes dans l'état du monde actuel plutôt que dans le dérapage des enfants qui subissent un monde dépravé? Bon, la question est posée. Merci Emmanuel de nous l'avoir posée. Restez bien à l'écoute parce que nous y répondons. Qui veut y répondre? Peut-être Didier Meilran, non? Ou Michel Field. Allez-y, Michel Field. Non, mais je pense que le monde des adultes, évidemment, porte une large part de responsabilité dans les dysfonctionnements actuels. Bon, il est évident que par rapport aux réseaux sociaux, certainement que l'interdiction n'est pas une réponse. Mais par contre, la régulation peut en être une. Bon, de même qu'en famille, l'autorité n'est plus une réponse. D'ailleurs, l'autorité qui était un pouvoir, hein, en réalité. Oui. Mais j'entends voilà. Régulation quand même. Régulation. Et puis, pour ce qui concerne la famille, je l'avais écrit il y a 30 ans quand je parlais de démocratie familiale. Hein, je disais, on n'est plus au temps de l'autorité, de la puissance paternelle, et on est au temps du dialogue, de l'échange, de l'explication. Donc je pense que par rapport à ce que disait Didier Meilran tout à l'heure, je crois qu'il faut expliquer. Voilà. Et je pense que c'est aussi le rôle de l'école. Ouais. D'ailleurs, il faut expliquer pas simplement aux enfants, il faut expliquer aux parents. Mais c'est ce qui se fait à l'école. Hein. Je parlais des missions, les policiers qui viennent dans les écoles. Il y a aussi des périodes de sensibilisation sur le harcèlement. Parce qu'aujourd'hui, le harcèlement, c'est une des grandes problématiques. Michel, c'est ce qui se fait, mais c'est compliqué parce que les professeurs, ils ont beaucoup de travail. Il faut faire passer les disciplines, l'académie. Mais il faut recomposer le fonctionnement de l'école. Ils ne sont pas formés sur la santé mentale. Donc, pour les former, tous doivent passer le brevet de secourisme en santé mentale. Il suffit de s'inscrire, PSSM, et au moins avoir les bases. Oui. Mais l'éducation nationale, elle progresse. Je pense, là je repense à ce que faisait mon collègue Serge Tisseron il y a quelques années. Oui. Il disait il faut expliquer l'image. Bon, aujourd'hui il faut expliquer l'image et il faut expliquer le contenu de ce qui est écrit sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a le meilleur et le pire. Enfin, vous imaginez qu'aujourd'hui un nombre important de jeunes croient que la Terre est plate. Ouais. Vous voyez, hein, là, on part de loin, effectivement. Non, mais, on a encore 72 questions à vous poser. Bon. Et autant vous le dire, on le fera tout de suite après la petite pause publicitaire. C'est passionnant et vous n'hésitez pas à réagir au 0826 300 300. C'est vrai que ça nous inquiète, nos adolescents, nos enfants. Vers où, vers qui, vers quoi vont-ils? On essaye d'y répondre.
L'état mental, la santé mentale, l'état de forme de nos adolescents, comment vont-ils dans ce contexte où effectivement les faits divers se multiplient? Nous en parlons depuis 11 heures maintenant avec Michel Fize, le sociologue et chercheur au CNRS, avec Johanna Rosenblum, psychologue clinicienne, et puis avec Didier Meyrand, fondateur du Psychodon Agir pour la santé mentale. Bon, vous n'êtes pas d'accord sur certains points, chers intervenants du débat. J'aimerais quand même qu'on avance sur cette histoire, parce que ce soit Angèle tout à l'heure, Big Flo et Oli, Stromae, tout le monde y va quand même de son sermon pour faire attention à ces réseaux sociaux. Moi, je voudrais vous redonner un exemple, ma fameuse discussion avec les policiers du Gers, et ils me disent, donc nous menons des missions dans les collèges, dans certains lycées, donc prévention sur la drogue, sur les dangers des réseaux sociaux, et il me dit souvent, nous évoquons les questions sexuelles et on voit sortir de la salle une jeune collégienne ou une jeune lycéenne, les garçons aussi ça peut arriver, en pleurs. C'est comme si finalement les attentions portées sur les dangers des réseaux sociaux faisaient appel, chère Johanna Rosenblum, à des problématiques très fortes des enfants. Parce que on en a parlé récemment, les réseaux sociaux servent aussi à manipuler les enfants. La pédocriminalité existe, on le sait. Oui, alors qu'est-ce qui fait sortir ces adolescents? Le fait d'être confrontés à cette réalité-là, réalité, oui, et ça réveille chez eux des souffrances. Donc là aussi, finalement, évidemment, la police dit nous n'intervenons pas, mais nous alertons, et à ce moment-là, il y a bien sûr un suivi psychologique. Oui, et certainement. S'il y a des réactions si vives lors de ces interventions qui ont vocation à être pédagogiques, se pose la question de la résonance qu'a le sujet chez l'enfant ou l'adolescent. Donc, ça peut être intéressant pour le psychologue scolaire ou l'enseignant qui est là, de se rapprocher de cet élève-là pour savoir à quel point ce qui a été abordé résonne, s'il y a un dysfonctionnement à la famille, s'il y a du harcèlement sur les réseaux sociaux, et voir comment on peut prendre en charge cet enfant. Parce que c'est là que je voulais vous amener tous les trois sur cette dernière partie, sur la question de la sexualité. Parce que d'accord, c'est bien les réseaux sociaux, d'accord, c'est bien Internet, mais quand un enfant de 10 ans est aux prises avec des images pornographiques, quand on l'a vu dans l'actualité récemment, un dirigeant d'une ligue sportive qui avait démarché un jeune de 13 ans. Attention, là il faut un cadre. Je pense encore une fois que moi, je voudrais pas être mal compris par rapport à mes deux collègues. L'intelligence des adolescents, leurs capacités, elles ne sont pas contestables. Elles sont même beaucoup plus grandes et très probablement sous-estimées par les adultes. La question, c'est les pièges qui leur sont évidemment tendus, et notamment sur les réseaux sociaux, faute de filtres. Donc on revient à la question de la régulation de tout à l'heure. Et d'une forme de contrôle parental et d'une forme de formation. Je rappelle que partout en France, vous pouvez vous former à la santé mentale, vous pouvez tous passer le brevet de secourisme en santé mentale, vous allez sur le site national, PSSM, et puis je rebondis sur... Ça nécessite aussi un savoir-faire, et puis les parents ont leur pathologie, pardonnez-moi, Didier Meyrand, mais quand même, ce n'est pas facile pour tout le monde. Je voudrais juste vous rappeler que la limite théorique d'accès à ces réseaux sociaux, c'est 13 ans, mais que souvent, dès 8 ans et demi, selon des études, les enfants y sont. Mais bien sûr, ils sont tout petits avec. Et on ne peut pas les en empêcher, il faut juste éduquer et accompagner, comme le disait le papa tout à l'heure. Et je rappelle une incohérence. Stromae, Big Flo, etc. Angèle. Ils cassent tous les réseaux sociaux, mais ils font quoi ? C'est des leaders sur les réseaux sociaux. Ce qui est à interroger là-dessus, c'est où est la cohérence? Comment tu peux dire waouh, faut pas y aller, et en même temps, t'es leader sur les réseaux sociaux? Mais on a la cohérence, la tolérance. L'incohérence, c'est incohérent de dire n'y va pas, et en même temps, je suis puissant et je m'en sers tout le temps. Didier Meyrand, la cohérence. Toi, ils font du business avec, et ça se comprend. Ils font du business, mais ça veut dire que le business, mais vous étiez d'accord pour dire que c'est un outil intéressant, simplement la régulation, puisque si vous avez un enfant qui peut découvrir à 10 ans des images
pornographiques. Il faut bien un moment réguler tout cela, Johanna Rosenblum. Non, mais déjà, un enfant de 10 ans, ça prend pas l'ordinateur de la maison, ça va pas tout seul sur Internet. Il y a des sites sur lesquels il y a quand même les parents qui peuvent être mis par les parents. Donc le dysfonctionnement, il est là. C'est pas la faute de Google, la faute des réseaux sociaux, la faute de la malbouffe, la faute des harceleurs. C'est la faute des parents pour vous. Mais on peut pas faire comme si les parents et la structure familiale n'existaient pas. Les enfants ne sont pas tous des orphelins. Mais dans certains cas, enfin, je vous fais grâce, j'ai des problèmes de structure familiale, monoparentale, etc. Bien sûr, mais il faut faire avec. Il y a des nouveaux outils, il y a des nouveaux dangers qui existent et qui ne disparaîtront jamais. Et il y a eu d'autres dangers, par exemple dans les années 40, au moment des grandes guerres ou bien avant. Donc, on prend conscience de ça, on l'accepte une fois pour toutes. Accepter, ça ne veut pas dire être d'accord. Hein. Moi, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se passe. Ça veut pas dire ça veut juste dire que mes enfants sont ados, je n'ai pas le choix que d'accepter le monde dans lequel ils vivent et d'ailleurs dans lequel je vis aussi parce que voilà comment on se débrouille. Alors quand on a un enfant qui a 10 ans ou 13 ans risque de se retrouver en danger sur les réseaux sociaux, et ben en tant que parent, on range l'ordinateur, on met du contrôle parental, on regarde avec lui le soir l'historique. C'est pas foufou de dire à un parent, si votre enfant a 10 ans qu'il est en CM1 ou en CE2, voilà, vérifiez juste l'historique pour voir s'il n'a pas tapé quelque chose au hasard, il ne s'est pas retrouvé sur un site sur lequel il ne devrait pas se retrouver. Ce sera même rassurant pour lui. Mais c'est normal, en fait. Il se sentira accompagné. Pour reprendre votre expression, hein, moi je vous suis, vous êtes nos référents et vous avez un vécu qui vous permet de dire ça, mais ce n'est pas non plus foufou de demander à des entreprises, à demander à des hommes politiques, à des femmes politiques de mettre des garde-fous. Mais vous pouvez le faire, mais vous pouvez attendre toute une vie que les choses se fassent. Ça c'est sûr. Voilà. Vous pouvez le faire. Et quand on est sur des logiques de marché comme les trusts chinois ou les trusts américains des réseaux sociaux, vous pouvez attendre toute votre vie, vous allez en gâcher. Donc, soit vous attendez toute votre vie que les gens prennent en charge vos... Il y a quand même une chose qu'il faut... Michel Fize. Il y a quand même une chose qu'il faut rajouter, c'est que là, on a un peu le sentiment que, bon, s'il y a des difficultés, c'est aux parents de les résoudre. Mais non, les parents ont aussi des difficultés. Et il faut aussi aider les parents à résoudre et à connaître et à faire l'apprentissage de ces réseaux qu'ils maîtrisent. Bien sûr, c'est pas incompatible. On dit pas aux parents qui doivent résoudre un problème. On doit dire qu'ils doivent faire avec le problème. Apprenons ensemble à marcher. Absolument. Bon, j'ai volontairement, parce que quand j'ai préparé ce débat, c'est vrai qu'il y a énormément de questions, mais cette question du réseau social est centrale. Maintenant, je voudrais aller sur la question de la violence. Il y a de plus en plus... Alors, est-ce que c'est le fait que nous soyons de plus en plus informés, mais des scènes de violence, de banalisation de la violence, nous le voyons dans les écoles, nous le voyons avec le phénomène de bande. Alors, ça a toujours existé, d'accord, les blousons noirs, etc., mais ça n'allait pas jusqu'à des situations que nous vivons aujourd'hui. C'est quoi cette violence? Moi, j'ai l'impression, je vous dis, moi, je suis un homme de médias, de télévision, de radio, j'ai mal quand sur nos chaînes de télévision, on ne voit que des bandes annonces avec de la violence. Est-ce que cette banalisation de la violence, on ne vit qu'avec des jeux violents, il y a de la violence partout, Michel Fize, au bout d'un moment, ça doit avoir des répercussions, ça. Bon, alors, là encore une fois, peut-être l'occasion de dire que l'optimisme, c'est un sentiment, c'est pas un fait. Et moi, je suis pas du côté des sentiments, je suis du côté des faits. Or, s'agissant de la violence, il y a incontestablement, j'ai étudié le phénomène des bandes depuis 30 ans, il y a incontestablement une montée des violences dont certaines deviennent des violences ordinaires, alors qui touchent effectivement les adolescents, les jeunes, mais qui touchent la société tout entière. Il n'y a pas la violence des jeunes d'un côté et puis la paix sociale portée par les adultes. Tout le monde est dans cet environnement de violence. Alors, on parlait des années 80 tout à l'heure. Effectivement, à partir des années 80, on a vu progressivement monter les violences verbales qu'on a immédiatement sous-estimé, considérant, chercheurs en tête, que c'était des micro-violences. Ne vous inquiétez pas, seules les violences sexuelles, les violences physiques, les coups sont effectivement à prendre en considération. Voilà. Et du coup, on a nourri les possibilités de voir arriver le harcèlement. Sauf qu'il y avait une évaporation de la notion d'ordre, de cadre et tout ça. Je suis désolé, on doit aller vite. Johanna Rosenblum, sur cette violence qui est partout sur les écrans. Est-ce qu'il y a un sentiment de banalisation? Est-ce que l'acte de violence n'est plus autant sacralisé dans ce contexte? Je ne sais pas si c'est banalisé ou si on n'a pas encore suffisamment de recul ou si les gens n'ont pas encore suffisamment de preuves pour réaliser que ça peut avoir des conséquences. Les enfants sont plus violents,
les parents aussi sont plus stressés et parfois plus agressifs. C'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que de la violence physique, il y avait aussi de la violence morale, de la violence verbale. Tout ça sont des nouvelles notions auxquelles on est aussi sensibilisé. Il faut savoir que la psychologie de l'enfant, c'est pas si ancien que ça. Ça fait pas si longtemps que ça qu'on comprend qu'un enfant peut aussi se faire harceler, que le harcèlement, c'est pas qu'au travail en entreprise chez l'adulte, qu'un enfant peut souffrir de symptômes anxio-dépressifs et que c'est pas uniquement pareil les adultes ou les parents qui souffrent. Donc tout ça, ce sont des notions qui sont nouvelles auxquelles nous sommes sensibilisés. Merci à vous trois. Je serais resté avec vous 3 heures. Mon parcours psy. Il y a un réflexe, il faut aller sur la plateforme Mon Parcours Psy. C'est noté. Et vous faire accompagner. Il y a des psys partout en France avec des numéros à délit et ils sont conventionnés. On voit que vous êtes professionnel de la maison. Vous savez très bien pour la conclusion, Didier Meyran. Merci Didier. À bientôt. Johanna Rosenblum, merci beaucoup. Michel Fize aussi. C'était très 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 enrichissant. Prenez soin de vos enfants, de vos ados, de vos jeunes.